c'est quoi tes deux mots? Je sais pas, j'ai pas encore réfléchi. J'ai deux mots à vous dire. L'émission dans laquelle tout le monde peut dire quelque chose. Ouais, mais c'est pas obligé. C'est que si on veut. J'ai deux mots à vous dire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans J'ai deux mots à vous dire, l'émission confinée qui compte patiemment les jours en regardant par la fenêtre numérique celles et ceux qui font bouger le monde. Avec une bande de curieux de l'autre, d'assoiffés de connaissances, nous vous livrons à domicile 2 fois par semaine et avec application, au moins jusqu'au 11 mai, un peu de douceur dans cette période inédite. Voici le 8e épisode spécial confinement de J'ai deux mots à vous dire, bienvenue. Et bonsoir les amis, bonsoir les contributeurs de J'ai deux mots à vous dire. Bonsoir, ça va bien, vous êtes en forme ? Ouais. Huitième épisode, alors qu'on avait un peu espacé dans la vraie vie, dans la vie présentielle, les épisodes, parce qu'on manquait un peu de temps, hein, faut le dire, et ben là on a un peu plus de temps pour se donner rendez-vous, et puis alors c'est pratique de se voir à distance. Sandrine est à Lyon, salut Sandrine. Bonsoir à tout le monde. Marie-Pierre est à Tours, salut Marie-Pierre. Bonsoir. Birgitta, Philippe et Arnaud sont à Nantes, salut les Nantais. Bonsoir. Bonjour. J'étais prêt à dire salut les muscadets, mais on peut pas dire ça à cette heure-ci, il est que 18h15. C'est pas possible. Et puis nous inviter Laure Merlin. Bonsoir Laure. Bonsoir David. Il y a plus de protocole avec les invités. on se dit pas encore salut, mais ça va venir. Hein. Déjà, on se tutoie. Laure, tu es où toi ? À Nantes. À Nantes également. Et Paul est à Nantes ou à Paris ? Bonsoir Paul. Je suis à Paris. À Paris, en télétravail. Paul Tronchon qui sera notre deuxième invité. Il y a une habitude dans cette émission. 2 mots pour résumer votre sensation du moment. Birgitta, tes 2 mots ? Bonheur. Et famille. Et famille. Bonheur et famille. Ouais. Pas d'explication particulière, bonheur, famille. Je passe un confinement très agréable et je suis en famille et je profite. Eh ben profite, continue à profiter. Sandrine, 2 mots Sandrine ? Oui, sérénité et créativité. Sérénité parce que je suis très contente puisque j'ai été créative aujourd'hui. J'ai finalisé une chanson et un sketch. Donc, oh là là, alors je sens que ça va chanter en fin d'émission. Voilà. Vous notez ça les amis, on note ça quelque part et on fait chanter comme elle nous a déjà fait chanter récemment. Quand je dis que j'ai finalisé le morceau, il est écrit mais il n'y a pas encore l'orchestration donc ça sera peut-être pas pour aujourd'hui. Bah, tu nous trouveras bien un petit truc. Oui. Ah non, ça y est, c'est trop tard, hein. C'est annoncé, j'ai déjà énormément d'appels au standard pour dire Sandrine, une chanson. Marie-Pierre, 2 mots pour résumer tes sensations de l'instant. Ouais, à l'instant, je suis encore imprégnée d'une conférence que j'ai regardée là tout récemment sur Internet. Et donc, mes 2 mots, ce serait le titre de cette spécialité, ce serait les mots courage et vulnérabilité. Ce sont 2 mots qui sont bien imprégnés par Brené Brown, une consultante américaine, et elle a une intervention qui est assez décapante et qui va très très bien, je trouve, avec le contexte dans lequel on est, pour pouvoir peut-être réfléchir à comment repartir vers un autre monde différent de celui qu'il était avant le confinement. Eh bien, ce que je te propose, c'est de nous envoyer le lien en privé et on le mettra sur le post de cette vidéo. De ça cette marche. Émission, s'il est facile d'accès. Philippe, tes 2 mots pour décrire ta sensation ? Relation et créativité. Très bien. Sans commentaire particulier. Arnaud ? Moi, j'avais une pensée. Commentateur de foot, non ? Ouais, non, je voulais juste dire qu'à partir du 11 mai, on ne pourra plus sourire à une belle fille dans la rue ou à un garçon dans un tramway. On portera un masque ridicule car il sera créé par des couturiers et des couturières frustrés, se prenant pour Jean-Paul Gaultier. Fini le sourire, certains pensaient que le port du voile allait se généraliser en France. C'est le masque qui l'emporte et à plate couture. Après, nos gosses porteront plus des blouses, le retour des blouses à l'école, énorme. Bref, c'est fini le temps de l'enchantement. T'imagines mon Paul jouer au foot avec un masque. Voilà. C'est pas mal. C'est un peu plus que 2 mots, mais c'est rigolo. Moi, je sais pas si on me voit d'ailleurs dans le tout petit carré comme ça, donc je le montre à la caméra. Moi, j'ai déjà l'uniforme de Jean-Paul Gaultier. Hein. Ouais. Voilà, donc ça c'est fait. Philippe, Arnaud, et puis alors Laure, notre première invitée, tes 2 mots pour décrire ta sensation de l'instant.
Focus. Focus. Ah oui, il y a bien un S à la fin. J'ai eu peur. J'ai eu peur au début. Oui. Intensité. Focus et intensité. Une explication ? Oui, je travaille énormément en ce moment. Et voilà. Et délégation peut-être, mais c'est un troisième mot. Je travaille beaucoup avec les États-Unis et c'est très intense puisqu'on est en train d'essayer de sauver des vies, donc ça motive. Eh ben oui, tu vas nous en parler dans un tout petit instant. Il faudrait que Birgitta nous rejoigne puisque c'est elle qui va te présenter. Paul, à Paris, tes 2 mots. Allez, nutrition parce que j'en fais tous les jours. Et puis vélo parce que ça me manque, Arnaud, ça me manque. On va se rattraper. Vous avez compris que c'était des copains dans la vie, bien évidemment. Voici notre premier invité. J'ai 2 mots à vous dire. L'invité de l'émission. Et l'invité de l'émission, c'est Birgitta qui nous la présente. C'est pas le bon jingle, mais on s'en fout. C'est notre première invitée, Birgitta. Voilà. Alors, je vais vous présenter Laure Merlin, qui est maman de 2 enfants, femme exceptionnelle, ultra dynamique, pétillante, joyeuse, dynamique. Voilà, une jolie amie, une femme extra, qui est conférencière, consultante, animatrice de Meetup, qui s'appelle Live Your Legend, qui est parfaitement bilingue. Alors, faut bien, parce qu'elle fait tout en français et en anglais, et vraiment du high level. Et puis elle est elle fait de l'entrepreneuriat, elle fait du marketing digital, elle est tout ce qui est très high tech, tout ce qui est enjeu numérique, du numérique, c'est son truc. Et voilà, donc elle va nous expliquer ce qu'elle a mis en place et ce qui occupe ses journées. Laure Merlin. J'ai 2 mots à vous et dire. notre invité. L'invité de l'émission. Et on va lui poser plein de questions. Bienvenue Laure dans J'ai 2 mots à vous dire. C'est l'histoire d'une entrepreneuse. Moi je dis euse parce que j'aime bien féminiser comme ça. Il paraît que c'est pas français mais peu importe. Une entrepreneuse dans la tech notamment et tu as créé des choses assez rigolotes. Tu vas nous expliquer. Puis tu es très investi dans une application qui s'appelle Covid Watch. Je laisse le soin à Birgitta de poser la première question. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, Laure, comment est arrivé vers toi Covid Watch, s'il te plaît? En cours, bon, je vais essayer en 3 phrases. Et tu sais quoi, tu commences et puis on verra bien si on a envie de rebondir. D'accord. J'ai participé à une équipe qui a gagné un concours pour prototyper une appli pour aider les gens pendant le Covid. Et de fil en aiguille, j'ai rejoint un projet qui a été créé à Stanford par des doctorants qui maintenant attire en fait le monde entier. Enfin, littéralement, on est des centaines de personnes sur le Slack. Il y a des équipes de partout dans le monde qui nous ont rejoints. L'application, c'est une application qui protège la vie privée, mais qui est similaire à celle qui a fonctionné à Singapour, par exemple, qui permet de retracer, de vous envoyer des notifications sur votre téléphone quand vous avez été en contact avec quelqu'un qui a ensuite déclaré le Covid. Donc c'est ce qu'on appelle le tracking. C'est du tracking, mais là, c'est pas du tracking, justement, puisque le tracking est impossible. Il y a une couche cryptographique et il y a des manières de stocker dans l'appli. C'est comme du tracking, sauf que ça protège la vie privée et ça ne permet pas une identification de la personne. Ça permet d'envoyer les notifications aux bons endroits, mais ça ne permet pas de retrouver et de retracer qui est la source. D'accord, et donc c'est ce qui peut permettre de rassurer notamment les Français qui sont épris de liberté et qui, même s'ils sont majoritairement favorables à ce type de solution numérique, quand même un petit peu de les rassurer sur leur vie privée. Carrément, et ça passe même pas le RGPD, c'est même pas, il n'y a pas d'accord en fait, à part dans les pays asiatiques, pour avoir une forme de tracking comme ça. Donc, cette solution, elle existe déjà ? Oui, elle est en test aujourd'hui. Dans quelques jours, elle sera en pilote aux États-Unis.
Et oui, elle existe déjà. Elle est pas parfaite, mais elle est déjà existante. Elle est déjà existante et vous allez lancer le pilote. Qu'est-ce qui peut faire qu'un État va choisir cette solution plutôt qu'une autre ? Parce qu'il s'agit d'utiliser qu'une seule solution en l'occurrence. Si chacun a sa solution, on ne résout pas le problème. C'est un très bon point. En fait, l'étude qui a été faite à Oxford dit 60% d'adoption dans une population donnée permet ça permet en fait d'éteindre l'épidémie dans une zone. J'ai une question. Oui, Philippe, pose ta question. Philippe, Est-ce que c'est la personne qui déclare ? Alors tout ça est en négociation pour parler, etc., etc. Il y a une piste qui est on récupère un numéro identifiant auprès des autorités qui valident que vous êtes bien malade. Une autre piste étant on fait confiance aux personnes, sachant qu'on bloque dans l'application la possibilité de dire oui, non, oui, non, oui, non, plein de fois. Donc finalement, même si quelqu'un déclare un faux positif, l'impact sur une population donnée n'est pas forcément terrible. Oui, parce qu'il peut déclarer une fois qu'il a été malade et c'est tout. Donc voilà. À la limite, donc, il vaut mieux déclarer une fois effectivement la maladie que pas la déclarer du tout. Les Français sont nombreux à se poser la question de savoir s'il n'y aura pas d'autres solutions de ce type après la crise que nous traversons pour peut-être mieux les identifier et je dirais même mieux les surveiller. Comment les rassurer, comment faire en sorte que cette appli elle ne prenne pas des proportions démesurées. À partir du moment où elle est basée sur une technologie qui est Bluetooth, qui stocke dans votre téléphone en fait des choses qui sont anonymisées, c'est pas un problème qu'elle survive la technologie. À partir du moment où, et au contraire, elle peut justement être déployée très très vite dans une future épidémie. À partir du moment où effectivement cette sécurité-là de non-traçabilité n'est pas assurée, c'est effectivement un gros problème de surveillance. Bien sûr. Birgitta, une question ? Oui, quand on a parlé la première fois, tu avais parlé de cet aspect, comment dirais-je, optimiste et positif, à la différence, on entend beaucoup parler là pendant le confinement de choses assez tristes, et Laure, justement, tu nous as dit, ça c'est quelque chose qui est positif, et ça j'aimerais bien que tu développes ça, parce que je trouvais que ça fait du bien de se dire, voilà, on met des choses en place, aussi pour mettre du positif dans cette période compliquée. Merci. Effectivement, ce que je trouve extrêmement exaltant, c'est que le monde entier et des institutions vraiment très établies, très renommées. L'INRIA nous a rejoint, le MIT, etc., etc. Dans le monde entier, des équipes entières viennent collaborer et sont prêtes toutes à s'ouvrir le code, à se donner des morceaux de ce qui marche pour eux, à abandonner entièrement leur travail pour rejoindre une autre équipe qui est plus avancée ou qui est plus protectrice de la vie privée, etc. Donc ce mouvement global vers une construction collective à tous les niveaux. On a vraiment des personnes qui sont des hackers, des développeurs indépendants, très très axés justement vie privée, sécurité, blockchain, etc. Et on a des institutions comme le MIT, comme l'INRIA, etc. qui rejoignent. Donc toute cette collaboration internationale qui bouge très rapidement dans un sens pour créer une solution qui sauve des vies, mais qui n'ouvre pas la voie à des surveillances de masse, qu'elles soient par les GAFAM, etc., les grandes entreprises de la tech, ni par des États, évidemment. C'est-à-dire qu'en gros, nous, comme mouvement, on n'a pas cédé à la peur. C'est-à-dire que la peur, c'est un levier politique extrêmement efficace qui dit oh, « vous allez tous mourir, mais alors on peut peut-être vous sauver en utilisant un tracking et bon, bien sûr, on aura toutes vos données et tous vos mouvements, mais nous sommes le ministère de la Santé, faites-nous confiance, on n'abusera pas. » Voilà. Ça, c'était quand même une possibilité. Et donc, cette coopération, elle s'est mise en place pour éviter que ça se produise, qu'on en soit là. Pour éviter de dépendre des États.
Exactement. Pour éviter de dépendre des États. Une solution centralisée. Ouais, Philippe a une question dans J'ai vu une question passer, mais elle a disparu. Alors non, mais le mieux c'est carrément le chat. On l'utilise vraiment qu'entre nous et chacun va formuler sa question. Philippe va la formuler dans une seconde. Juste, l'idée c'est d'être moins dépendant des États et de votre lecture. Qu'on peut rejoindre ou pas de cette peur propagée selon ce que tu dis par les États, vous avez quand même des... Alors c'est une lecture, ce que je veux dire c'est que c'est soumis à débat. Plus les médias, beaucoup plus c'est dommage, on devait avoir un journaliste ce soir, il t'aurait répondu. Ouais. Bon, on l'aura certainement la semaine prochaine. On va quand même dire un mot sur les médias après justement pour lui transmettre la question la semaine prochaine. Il y a quand même des grosses entreprises qui contribuent au financement et ces entreprises-là, il y a Amazon, c'est ça qui est dans la boucle? Qu'est-ce que tu m'as dit? Amazon. Alors, effectivement, en fait, il y a énormément de personnes dans la tech aux États-Unis, d'entreprises et en particulier de grandes entreprises, qui ouvrent entièrement gratuitement tous leurs produits à toutes les initiatives qui combattent le Covid. Donc, il y a effectivement tout ce qui est infrastructure, hébergement, etc. C'est tout ouvert sur Amazon. Airtable, le logiciel super, c'est ouvert. Il y a vraiment une... tout le monde dit allez-y, foncez, créez quelque chose. Tous nos produits sont gratuits pour vous. Et donc je me permets d'être à contre-pied, hein, tu comprends bien Laure. Ce que je veux dire en posant cette question-là, c'est que ces entreprises ont aussi un rôle, un poids politique, et en l'occurrence à l'échelle du monde. Amazon pose des questions éminemment politiques, notamment en Europe et particulièrement chez nous en France, pour des questions de participation à l'impôt. Donc c'est une organisation non gouvernementale, c'est une ONG, et en même temps qui héberge des jeux de pouvoir stratégiques à l'échelle du monde. Oui. Bon. C'est un fait et ça ouvre un débat énorme sur ce que c'est la démocratie, la place du politique. Et la place de l'entreprise. Et la place de l'entreprise et comment évolue le 21e siècle, qu'est-ce qu'on voit, voilà, où sont les acteurs les plus bienveillants, les moins bienveillants, c'est énorme, c'est vraiment un débat que j'aurais plaisir à avoir, mais je pense que c'est trop long en fait. Ben oui. Juste, je peux répondre en une phrase pour moi, mon contexte. Prends le temps de répondre à cette question parce que elle pose notamment la question de savoir en quoi on pourrait faire davantage confiance aux entreprises qu'au pouvoir politique. Regardez ce qu'ils font. Moi, je dirais c'est tout. C'est regarder ce qu'ils font. Qu'est-ce qui a été mis en place? Moi, j'ai compris l'importance qu'allait prendre le Covid en février grâce à des tweets de Paul Graham, qui est le créateur de Y Combinator, qui a donc inventé avec sa femme Jessica Livingston le concept même d'incubateur de start-up. C'est eux qui ont inventé, en fait. Et quand j'ai vu passer un tweet, j'ai dit, lui, c'est la dernière personne au monde à faire de la FOMO, à faire à essayer de diffuser des fausses peurs. Donc je savais à ce moment-là que c'était le cas. Alors même que Emmanuel Macron disait non mais il faut sortir, faut pas avoir peur, vous inquiétez pas. Et pareil Trump, etc., etc. Donc voilà, ça a été surtout... Il y a une constance, c'est ça que tu dis. Il y a une constance dans l'émotion et dans l'action. Dans l'action même. Il y a une conscience des enjeux réels qui touchent le monde, qui pour moi, en tout cas, vu que j'ai la chance d'être anglophone, me semble beaucoup plus pertinente en fait dans beaucoup d'entreprises, et donc pas toutes, on est d'accord, etc. Il y a plein d'autres problèmes qui vont avec ça, mais qui me semblent beaucoup plus pertinentes du côté des acteurs de la tech aujourd'hui que des classes politiques qui continuent de sursélectionner des personnes qui adorent... qui ont des problèmes d'ego, quoi, qui ont besoin d'avoir l'air bien, d'avoir raison, etc. Alors que la tech, l'entrepreneuriat tech, en fait, sélectionne des personnes qui ont besoin d'avoir tort rapidement. C'est-à-dire des personnes qui essayent, ils ratent, ils essayent, ils ratent, ils essayent, ils ratent, pour rendre service à un but qui est servir leur client final. Parce qu'il se trouve que ce client final va les payer. Mais il y a cette impulsion de « je veux bien rater 10 000 fois »,
mais je vais pas lâcher l'affaire par rapport à cette impulsion de il faut que mon prestige demeure, il faut que je sois impressionnant, etc., etc. Ouais. Donc personnellement, j'ai un problème avec la démocratie représentative et pas du tout avec la démocratie participative. Mais voilà, à cause de ça. Mais c'est vraiment une opinion qui n'engage que moi, etc. Et je te remercie de la partager parce qu'il est intéressant ce débat. Je parlais, tu as entendu confiance, je parlais aussi de constance puisque tu faisais allusion au pouvoir politique qui au départ était plutôt dans le déni, il se passe rien, circulez messieurs dames, et puis en réalité passe à un versant complètement différent de la prise de conscience par la peur. Le mot guerre a été employé à 6 reprises par le président de la République, et donc là où on a eu un renversement important, contrairement à ce que tu dis par rapport à cette solution. Philippe et ensuite Marie-Pierre. Oui, bah ça vient en droite ligne de ce que tu partages. Laure, ma question, elle est est-ce que justement cette collaboration internationale que tu dis de plus en plus large pour développer un outil qui puisse permettre d'identifier si on a croisé ou non une personne atteinte et potentiellement nous-mêmes étant atteints, est-ce que justement, d'après toi, ce serait pour développer un outil qui serait utilisé mondialement, un outil performant qui soit utilisé mondialement, et justement pour contrebalancer un petit peu le manque de coopération internationale dans la gestion de la crise, quoi, une forme de solidarité autour d'un outil pour avancer, quoi. Oui, je suis d'accord avec ça. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'on a tous une image du monde qui est assez distordue. Il y a un livre extraordinaire qui a été traduit en français, je ne sais pas si je vais retrouver le titre, Factfulness, même en français, qui est un livre de Hans Rosling qui explique l'état du monde aujourd'hui, pourquoi nous avons tort sur le monde et qui met ça en rapport avec des biais cognitifs et comment vraiment comprendre le monde. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup plus que la moitié des humains sur la Terre, des adultes sur la Terre, a des smartphones. Et donc développer un outil mobile mondial, c'est possible et ça a un impact énorme par rapport à convaincre un État après l'autre par des processus longs de attention, faut que je protège mes arrières parce que c'est moi qui vais être sur la sellette si jamais vous avez fait un truc raté. Voilà, je pense qu'il y a un levier, une puissance de générosité en fait, de toucher les choses globalement qui est... Marie-Pierre. Alors moi je voulais revenir sur l'application des grosses entreprises telles que Amazon et compagnie, et donc ma question serait par rapport à la polémique qui tourne autour aujourd'hui d'Amazon et de ces GAFA, est-ce que c'est pas un réel frein pour que les particuliers utilisent cette application? Et si le frein est trop important, est-ce que l'État peut s'emparer aussi de cette appli et imposer cette appli? Est-ce que ça c'est imaginable? Et puis je vais même poursuivre la question de Marie-Pierre si vous permettez, c'est est-ce qu'on va assister à un espèce de concours, on prend l'appli qui semble être la plus pertinente, pragmatique, et on n'utilise qu'une seule appli, ou est-ce que il y aura l'appli officielle de l'État et puis cette solution qui n'a pas de frontières et qui n'a pas de résonance politique dans le premier sens du terme, dans le sens stratégique, et pour le coup, est-ce qu'on court pas le risque du manque de lisibilité? Effectivement, c'est vraiment mystérieux. J'ai pas de réponse à cette question, d'autant plus que dans Covid Watch, en fait, les fondateurs sont en lien avec l'OMS et avec sont en discussion avec le gouvernement américain. Donc, ça pourrait être un contre-pouvoir alors. Parce que Donald Trump a annoncé qu'il se retirait de l'OMS là. Ouais, et c'est très très mystérieux. C'est-à-dire que dans l'organisation même, qui est donc une ONG à laquelle je contribue, je ne sais même pas si au final on va avoir l'air d'être estampillé OMS ou on va avoir l'air d'être estampillé gouvernement américain. C'est le mystère complet. C'est vraiment le mystère. C'est au jour le jour, on a des surprises. Donc, oui. Voilà. Arnaud ? Moi, je voulais revenir sur la question d'échec. Tout à l'heure, vous disiez que vous pouviez, vous, en tant qu'entrepreneur, vous permettre de rater. On voit aujourd'hui qu'on est dans une situation d'urgence. On doit trouver un vaccin, on doit trouver des médicaments, on doit trouver une appli. Mais quelque part, vous n'avez pas le droit à l'échec puisque le monde entier attend la solution pour sauver le monde.
Oui, alors c'est intéressant, c'est-à-dire que je dirais que c'est comme ça qu'on va plus vite en fait, c'est quand on n'a pas peur de rater. Essayer, rater, ça permet des itérations extrêmement rapides et d'arriver à une solution efficace. Et c'est, en fait, et par c'est là rapport toute la à avoir peur et donc ne rien lancer. Et c'est là toute la différence de discours, effectivement, entre l'entrepreneur et le politique. Le politique a souvent peur de rater parce que s'il rate, il se retrouve... d'abord, il n'est pas forcément réélu, et puis il se retrouve avec Madame Michu sur le dos, à qui il dit à toutes les Madame Michu que tout est important, ce qui fait que l'enjeu du décideur politique... non, mais c'est pas une critique pour le coup. Moi, j'accompagne souvent des politiques et je sais combien c'est difficile de pouvoir répondre à tout le monde et d'expliquer son choix. Alors que le discours entrepreneurial, on y va, ça marche pas, c'est pas grave, on se relève et c'est reparti. Voilà, je crois que c'est une différence d'approche importante. C'est ce qu'on appelle le droit à l'erreur. Hein. Donc maintenant, de plus en plus même de grandes entreprises, de grandes structures où on n'acceptait pas trop de se tromper, fonctionnent, ont vu la valeur qu'il y avait, beaucoup de questions là-dedans. Beaucoup de questions. J'ai vu une question sur qu'est-ce qui se passera quand le Covid aura disparu. Attends, on va les laisser formuler chacun leurs questions. Ce sera plus pratique. Sandrine, Philippe et Arnaud. On commence avec Sandrine. Justement, c'était ma question, c'est moi qui l'ai posée. Que se passera-t-il le jour où le Covid-19 notamment aura disparu? Qu'est-ce qui se passera avec cet outil? Là, c'est pareil, vu que ça parle du futur, je ne sais pas. Ce que moi j'aimerais, est-ce que ça va si je réponds sur ce que moi j'aimerais voir? Eh ben, c'est toi l'invité ce soir, donc c'est toi qui réponds. Ce que j'aimerais voir, c'est qu'on garde cette notion de mondialement rester connecté de manière critique et de manière qui permet de protéger la vie privée, mais de prendre soin des autres, en fait, de prendre soin des gens qu'on a croisés, même de ceux qu'on connaît pas, et que donc cette appli, en fait, reste fonctionnelle pour quand il y aura un pic épidémique, même avant un pic de préférence, si un autre virus de ce genre existe, ce sera déjà quelque chose qui est connu, qui est normalisé comme voilà, je reste connecté à tous les gens par le biais de ces points de contact qui sont enregistrés que sur mon téléphone et qui n'envoient des notifications que anonymes si le cas échéant. En fait. Philippe et ensuite Arnaud. Oui, je peux pas m'empêcher, vous m'en excuserez, de faire un lien avec l'association quand j'entends Laure parler de cette manière de créer et d'innover dont je tente, je rate, je tente, je rate, je tente, je rate et à un moment je trouve, puisque l'association dont on a déjà parlé dans cette émission 60 000 rebonds, qui accompagne les entrepreneurs post-liquidation dans leur rebond professionnel, une de ses deux vocations, c'est bien d'accompagner à faire changer le regard sur l'échec en France pour être dans cette dynamique de oser tenter, et à un moment ça va le faire, quoi. Et on y participe d'une manière très active avec Birgitta, Birgitta en étant une de nos marraines. Et c'est cette vocation-là de l'association est vraiment très très importante parce que, comme tu le disais, Laure, là tu parles avec ta sensibilité anglo-saxonne dans cette manière de voir les choses. C'est pas forcément encore le cas dans beaucoup d'autres pays et notamment en France. Et ça pose la question du rapport au pouvoir, c'est-à-dire que moi je peux pas m'empêcher je revoyais là tout récemment, j'avais fait un sujet sur Nuit debout. Vous vous souvenez de ce mouvement en 2016? Oui. Où c'était un mouvement extrêmement participatif, où l'idée c'était qu'il n'y ait pas de leader. Bon, et puis je ne vais pas refaire l'histoire de ce mouvement-là particulièrement. On retrouve un tout petit peu la même logique, mais avec une colère beaucoup plus forte avec les gilets jaunes. Il y a un moment, il faut quand même un leader. Qui est le leader et qui sera durablement leader de ce type de solution? Je pose la question quand je dis il faut un leader, c'est une question ouverte, hein. Laure. La question, elle est pour Laure. Qui veut répondre. Ah non, moi je te la posais à toi, mais tout le monde peut répondre, hein, c'est possible. c'est une émission participative. Pour compléter, David, moi la question que je poserais, c'est à qui va revenir la paternité de la découverte et de l'application et de cette application? Qui sera le grand vainqueur, le papa de l'application? Vous avez l'air nombreux à travailler dessus quand même. Oui, alors là, vu qu'on a rejoint en fait un mouvement qui a été démarré par 3 doctorants
un Canadien, donc l'executive director de l'association, c'est Tina White. Elle est doctorante en intelligence artificielle et appliquée à l'aéronautique en fait à Stanford. Donc voilà, logiquement, l'association, si c'est notre application, au final, ce dont on n'est pas sûr, on collabore. Le MIT a déjà son application, je l'ai installée. Ça s'appelle SafePass, on peut la télécharger en France déjà. Donc, il y a Coepi, on verra en fait celle qui va percer, on va juste se regrouper derrière. Je pense que ce serait super que la paternité soit attribué au monde en fait, à toutes les personnes qui ont contribué, même ceux qui sont arrivés derniers et qui ont par exemple dans un pays ou un autre contribué à diffuser une solution qui était peut-être pas celle qu'eux-mêmes avaient construit. Mais c'est un mouvement et c'est un mouvement open source. Le code il est open source, c'est un mouvement. J'aimerais bien que ce soit le mouvement. Et en revanche, pour parler du rôle des GAFAM, donc Apple et Google, vous avez peut-être vu la semaine dernière, ont déclaré qu'elles allaient rendre cette application technologique faisable. Pour la première fois historiquement, ils co-créent un espèce de... comme s'ils faisaient un petit branchement, en fait, une possibilité de brancher, et dans Android et dans Apple, de brancher une application comme celle qu'on fait de manière beaucoup plus simple. C'est leur contribution. C'est quoi ton rôle dans cette histoire, Laure ? Alors, c'était très flou au début, j'allais un peu partout. Le rôle que j'ai, la responsabilité que j'ai prise maintenant, du coup, c'est plus les partenariats stratégiques, etc., c'est la culture. C'est-à-dire, c'est comment on travaille ensemble avec des gens qui arrivent 20 nouveaux par jour, qui viennent du monde entier. C'est la culture d'entreprise, l'aspect culture d'organisation, en fait. Comment on fait que les gens soient hyper épanouis et hyper efficaces. On t'a pas posé la question, mais vous êtes très nombreux, vous êtes combien ? On est là sur Slack, donc qui est vraiment l'outil en fait de travail de tout le groupe. On est plus de 200 là, on est pas loin de 300. Ouais. Entre 2 et 300, et il faut effectivement harmoniser toutes les organisations, les tempéraments, les cultures de chaque pays. Il y a de nombreux pays représentés. Oui. Et dans les développeurs les plus actifs, et un de ceux-là est devenu cofondateur officiel, donc il est le 4e, il est le technicien. Et lui, il est hongrois-roumain, en fait il est hongrois mais de Roumanie. Et on a un développeur qui est kazakh. Et il y a, mais vraiment sinon le monde entier. Enfin, il y a beaucoup d'Américains, mais pas seulement. Il y a des Chinois, il y a le monde entier. Marie-Pierre, question. Birgitta, peut-être une autre question sur cette appli, puis je voudrais qu'on dise un mot sur l'entrepreneuse Laure. Marie-Pierre d'abord. Avec un micro, Marie-Pierre. Désolée, là c'est mieux comme ça. Ouais. Je trouve ça super intéressant cette co-construction internationale et sur un outil comme Slack, surtout en période de confinement, donc il n'y a que la distance par visio qui fonctionne. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire en termes justement de communication ? Quelles sont les difficultés, les freins de cette communication internationale sur un gros projet comme ça, passionnant et urgent ? Alors, quels sont... Pour que ça soit inspirant pour nos managers, notamment. Ouais. Alors, les zones, les time zones, en fait, comment ça s'appelle, les fuseaux horaires, c'est un petit peu compliqué, forcément. Et ça, c'est une chose. Au niveau des anglophones, et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de Français, l'anglais, c'est une langue internationale. Donc, j'ai sollicité autour de moi à Nantes, j'ai dit qui veut me rejoindre dans le projet, c'est génial, on a besoin de ça, est-ce que tu es bilingue ? Et à chaque fois, la réponse, c'est non, je ne vais pas y arriver. Donc, voilà, je pense que pas parler l'anglais, c'est un gros frein. Et donc, évidemment, je ne le constate pas, puisque là, le monde entier parle anglais. Les outils et les problèmes de bande passante, mais voilà. Et se mettre d'accord sur des outils communs. Bon, il y a à peu près consensus, par exemple, sur Zoom ou sur Slack. Voilà, c'est pas très compliqué de savoir qu'est-ce qui marche très bien pour le maximum de gens sur le maximum de plateformes aujourd'hui. Sandrine, une question. Merci. Sandrine, avec un micro, Sandrine.
Oui, il n'y a que du travail à distance, il n'y a jamais de présentiel. Non, c'est impossible. D'accord. Ouais. Du coup, c'est possible de respecter les gestes barrières sans problème. Ah ben ça, j'ai essayé de recruter même à Nantes des gens qui viendraient avec moi à Nantes et je connais personne pour l'instant, j'ai pas réussi. Donc et eux-mêmes là-bas aux États-Unis, même ceux ils sont beaucoup de Stanford, de l'université de Stanford, puisque ça a démarré là-bas, ils se sont jamais vus. En fait. Ça s'appelle Covid Watch, c'est peut-être l'appli qui va révolutionner notre déconfinement. Birgitta. Oui. Moi, ce que je trouve assez génial avec Laure, c'est qu'elle fait ça en toute humilité. C'est pas pour faire sa promo, mais parce que je la connais depuis longtemps. Tu peux, c'est notre invité, tu peux. Et voilà, mais je trouve qu'elle a le mérite de le faire et ça ouvre cette perspective dont on a beaucoup besoin, moi je trouve, à se dire que, ok, on est dans le confinement, mais tout est possible. C'est-à-dire qu'on peut travailler à l'international sur des beaux projets en ayant encore cette conscience RSE. Enfin, évidemment, mais quand on veut, on peut, quoi. Et moi, c'est ce que je trouve assez exceptionnel, c'est quand Laure, elle en a parlé, évidemment, pour Laure, elle y va, quoi. Un truc la passionne, elle y va. Et ça, moi, je trouve ça assez extraordinaire. Ça veut dire que je me suis dit que si on entendait aussi ça à la radio, ça se dirait aux gens, mais allez-y, quoi. Exactement. Si vous avez envie de vous lancer dans des projets internationaux, c'est possible. Et ça, je trouve ça génial. Parce Birgitta, que c'est notre nos enfants, ils ont besoin de ça. Les jeunes, ils se disent, mais je vais faire quoi? Mais tout est possible, quoi. Birgitta, c'est notre recruteuse de passeurs de bonnes nouvelles. Et si je pouvais me permettre, j'ai regardé aussi la page LinkedIn de Laure et je trouve ça quand même assez marrant. Elle marque « Persiste à créer des startups et apprendre de mes erreurs ». Faut quand même être coolos pour se dire « Je vais mettre 3 pages ». Et ça, bravo, super. Elle qui est dans le blockchain et dans des choses comme ça très novatrices, elle y va, quoi. Et voilà, donc je trouve que c'est vachement smart. Merci Birgitta, super. Merci, c'est adorable. Ça c'est le coup de cœur de notre recruteuse. Le blockchain, le truc, moi par exemple tu parles de blockchain, je comprends rien, alors que toi c'est facile. Alors justement, je dégaine mes Lego. Parle-nous de blockchain. On aura l'occasion de se revoir sur cette chaîne Réussir, Laure, avant d'accueillir Paul dans quelques instants. Consultante, entrepreneuse atypique, tu tiens à ce terme, ça c'est important pour toi et puis ça nous convient. Tu as développé notamment une astuce, une appli pour expliquer la blockchain avec des Lego. Raconte-nous. Alors là, du coup, c'est pas une appli, c'est des ateliers en personne. Et je viens de créer l'entreprise juste avant le confinement, donc je me suis dit, là, les ateliers Lego en personne, ça va être un peu mou. Donc autant aller essayer de voir si je peux sauver le monde, parce que là, le business va pas décoller tout de suite. Voilà. C'est quoi la blockchain ? La blockchain, c'est une innovation technologique qui est très importante, qui est un peu comme quand on a inventé Internet. Au début, il y avait 3 geeks avec, c'était écrit bizarre sur des écrans et on comprenait pas trop ce qu'ils faisaient. Et maintenant, on a tous, jour et nuit, quasiment, enfin, au moins toute la journée, on a tous Internet dans la poche. Donc, la blockchain, c'est, à mon sens, une des innovations qui va être aussi puissante dans les 10 ans à venir. Voilà, c'est une innovation. Après, comprendre bien comment ça fonctionne, c'est très intéressant. Parce que c'est décentralisé et ça ouvre donc plein de cas d'usage. Un des plus connus, c'est la monnaie numérique, le Bitcoin, mais c'est absolument pas du tout le seul cas d'usage. Voilà. Bon, tu nous raconteras tout ça en détail. Tu es une serial entrepreneuse, hein, si je comprends bien. T'as compté le nombre de boîtes que tu as créées ? Pas tant que ça, parce qu'en fait, je suis serial projet d'entrepreneuriat. Projet, c'est ça. Et la première que j'ai vraiment créée, moi, en position de leadership, etc., c'est celle-là. Ça s'appelle Play My Tech. Et voilà. Donc, c'est Play My Tech et c'était en février. Eh ben, vivement le déconfinement, qu'on puisse jouer au Lego. Dernière intervention de Philippe. Oui, j'ai simplement une invitation à l'intention de Laure. Je veux dire, dès que tu as un moment sur ton agenda et un espace pour... Tu m'entends, Laure ? Oui, désolé, je fais des fausses erreurs pour enlever mon micro. Mais donc, un moment ou un tour et éventuellement que tu le souhaites également, bien évidemment, nous serons ravis au sein de l'association 60 000 rebonds de t'inviter comme grand témoin d'un de nos événements collectifs
régional qui a lieu tous les ans. Alors on verra bien s'il a lieu cette année-là. Pour témoigner justement autour du regard sur l'échec et de ton rapport à la création, l'échec, ce sera un grand plaisir. Donc si on peut rester en lien, ne serait-ce que par l'intermédiaire de Birgitta pour échanger plus avant, welcome, bienvenue. Avec plaisir. Merci beaucoup. Laure. Merci pour l'invitation. Merci, tu restes avec nous si tu es disponible, si les États-Unis ne t'appellent pas pendant l'émission. Merci encore à Birgitta de nous avoir permis cette belle rencontre. Voici une autre belle rencontre. J'ai 2 mots à vous dire. L'invité de l'émission. Et c'est Arnaud qui nous présente notre invité Paul avec un micro. Paul, voilà un homme. C'est bon, David ? Oui, on t'entend. Paul, voilà un homme pour qui la vie est pleine de saveurs, à tel point qu'il en a fait son entreprise, Saveurs et Vie. Société pionnière dans la livraison de plateaux repas à domicile pour personnes âgées ou dépendantes, c'est le sujet du soir. Paul, avec son entreprise, est leader en Ile-de-France, présent en Pays de Loire et même à Marseille. Il assure des livraisons à distance pour la Poste depuis plus de 10 ans. Et depuis le mois de mars, Paul et ses équipes sont, depuis le début de la crise, au fourneau. Mon cher Paul, depuis le mois de mars, le téléphone sonne, il te faut trouver une réponse aux villes qui ont fermé les lieux de collectifs de restauration, aux EHPAD. Alors comment tu fais pour assurer les repas de Bernard, Jacqueline et Michel et de tous les autres ? Quelle organisation tu as mis en place ? Quel regard tu portes sur ce moment important de ta vie professionnelle ? Et voilà toutes les questions qu'on avait envie de poser ce soir avec toi et discuter avec toi ce soir. J'ai 2 mots à vous dire. L'invité de l'émission. Et on va lui poser plein de questions. T'as dit Jacqueline et Michel, hein, on est bien d'accord. Oui, c'était bien ça que t'as dit. Hein. J'ai pas fait attention quand je l'ai écrit. faut faire gaffe à ce qu'on dit quand même. Nous n'avons pas tous les mêmes lectures internet, monsieur Rival. Non, mais quand j'encode cette émission sur YouTube, juste après le direct, là, à chaque fois, YouTube me pose la question de savoir si c'est un contenu qui peut être accessible aux enfants. Donc, attention à ce qu'on dit. Bonsoir, Paul. Bon, je vais poser ma première question, David, pour être un peu sérieux. Paul, depuis le début de la crise, ton entreprise a enregistré une hausse d'activité importante, 30 à 40%. Tu es passé de 6 000 à 10 000 repas jour. Comment c'est possible déjà et pourquoi ? Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand le confinement démarre ? Tu sais que tu vas être sollicité et comment tu t'organises ? Oui, on sait pas trop au départ quand même. Hein. On n'a pas vraiment anticipé la logique du confinement, mais c'est sûr qu'on est sur un métier où on savait bien à partir du mois de février. Effectivement, je rejoins Laure quand on avait les signaux évidemment, et surtout d'Italie en fait, hein, qui nous a fait beaucoup bouger quand même, hein, parce qu'on s'est dit mais c'est pas possible, ça va forcément venir. Et bien sûr qu'ensuite on regarde un peu les activités économiques. Dans ces pays-là, comme en Chine d'ailleurs, et on voit bien que forcément ça va dans une logique de confinement, et donc les personnes âgées fragiles sont particulièrement touchées par le Covid. Donc c'est vrai qu'on fait un peu sérieux en pensant ça, mais parce que on est dans une activité qui nous projette sur du sérieux tout de suite, parce que prendre en charge des gens fragiles, ça veut dire qu'il y a évidemment un risque qu'ils meurent, et on en a beaucoup aujourd'hui dans nos clients, dans nos bénéficiaires. Et du coup, comment ça va bouger ? Comment effectivement on va résister à la panique ? Parce qu'il y a quand même ça hein, derrière cette logique-là. Et comment l'entreprise va pouvoir réagir, quoi. Parce qu'on sera forcément sur le feu dans la mesure où on livre les plus grandes villes. On a le contrat de la ville de Paris depuis maintenant 10 ans. C'est les plus gros volumes de livraison de repas aux personnes âgées. Il n'y a pas plus gros. On a tous les arrondissements. On a toutes les grandes villes d'Île-de-France, Boulogne, Versailles, etc. Donc du coup, on se dit mais waouh, ça va forcément bouger. Qu'est-ce qu'on va faire, quoi ? Alors qu'est-ce qui se passe ? Ça c'est notre questionnement. Vas-y. Oui, qu'est-ce qui se passe au moment où tu prends la décision d'amplifier le mouvement ? Vous êtes combien en tout début d'année et vous êtes combien aujourd'hui à livrer ? En fait, on est quand même on est aujourd'hui. Au début, on est 220. Aujourd'hui, on est 260. Donc, c'est pas la progression de l'entreprise peut se faire. Pourquoi ? Parce que c'est ça un peu
l'état des lieux en fait et pourquoi on y est arrivé, c'est parce qu'effectivement on avait une structure agile dès le départ, c'est-à-dire qu'on n'est pas comme une cuisine centrale à devoir tout produire, tout distribuer et avec des carcans énormes qui fait que on n'a pas la possibilité de personnaliser les offres. En fait, on est construit pour personnaliser des offres en sortie d'hospitalisation de façon très ciselée pour pouvoir finalement suivre un diabétique, suivre un patient atteint de cancer, suivre une mamie qui a ses envies et surtout pas l'envie de l'hôpital, mais une envie particulière parce que elle a jamais mangé de carottes. Et ben évidemment, on va pas lui fournir des carottes en gros. Donc on personnalise une alimentation et aussi on l'accompagne avec un suivi diététique depuis très longtemps en sortie d'hospitalisation qui nous permet, vous voyez, de voyager finalement dans un monde agile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas produire nous-mêmes, mais avoir une constellation, une quinzaine de traiteurs autour avec qui on travaille depuis très longtemps, depuis 20 ans. Et en fait, le sujet a été plutôt de mobiliser tous nos partenaires et bien sûr de se mobiliser pour qu'on puisse répondre tous les jours au problème de la crise, c'est-à-dire nous de la montée en charge très rapide sur quand même un environnement assez large. Donc là, il a fallu effectivement être très excessivement réactif, excessivement focus. Quand je t'entends Laure dire focus, je dis focus tous les jours et en même temps être sûr de ses forces et savoir à la fois rassurer parce que c'est une évidence et avoir une ligne de conduite très 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 claire et puis ne pas bien savoir ce qui va se passer le lendemain. Hein. Donc à se dire bon, comment on réagit comment on réagit y arriver, mais on y est arrivé. Comment ont réagi tes équipes? En fait, qu'est-ce qu'elles ont demandé? C'est que je savais que j'avais une belle équipe, mais honnêtement, on découvre évidemment pendant le temps de crise des gens autrement et des gens encore plus formidables qu'on pensait qu'ils étaient, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, cela dit. En temps de crise aussi, on a tout le monde se surpasse. Hein, ce que tu disais, Laure, avec tes équipes aussi, tout le monde se surpasse. Et du coup, le tout est de l'organiser un peu, mais en même temps, tout le monde a envie de bien organiser les choses. Et on a eu la chance aussi, je dis souvent, d'avoir une ossature qui nous a permis, une structure qui nous a permis de monter en charge très 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 vite, quoi. Et pour nous, l'élément structurant, c'était quand même un système d'information très costaud, très fort, très en mode SaaS, très agile, qui nous a permis de prendre des commandes très très vite et d'organiser finalement l'ensemble de la chaîne logistique très vite, et en même temps d'avoir eu la capacité d'embaucher très vite et d'avoir des véhicules de livraison parce que un pan de l'économie tombait aussi. Hein. Pour nous, c'est la restauration scolaire qui est tombée et du coup des véhicules de livraison en froid qui étaient disponibles et en même temps des gens par le système de l'intérim qui étaient disponibles et qui connaissaient à peu près le métier, en tout cas. Il y a eu Donc, un jeu de vase communicant. Il y a eu un jeu de vase communicant. Exactement, il y a eu un jeu de vase communicant et aussi, enfin encore une fois, moi je dis souvent maintenant, je remercie les équipes, c'est vrai, parce qu'on ne se rend pas compte que pour une PME de grimper en 3 semaines de 50%, parce que c'est à peu près ça, l'ensemble de la volumétrie, alors qu'on croit de 10% par an, c'est énormissime. Objectivement, à notre taille, c'est énorme. Donc voilà, on l'a fait, on voit que maintenant on est sur une pente plus légère, on est sur 3-4% la semaine maintenant, ça va, on peut commencer à répondre aux questions, à venir à des émissions de radio et à discuter, quoi. Parce que là, c'était carrément impossible il y a 3 semaines, quoi. Voilà. J'aurais dit à Arnaud, on pense à une autre fois, Arnaud. On ne voit pas tes cernes, hein, non, tout va bien, tu peux continuer, reste avec nous. Marie-Pierre. Oui, Paul, merci pour ce témoignage. Et du coup, est-ce que tu prépares l'après? Parce que là, il y a l'euphorie, il y a tout l'entrain de cette réponse qu'il faut que vous apportiez. Et puis après, au retour après le déconfinement, ça va peut-être baisser. Enfin, ton activité va baisser. Comment tu penses gérer les équipes? Voilà, cette activité qui sera plus la même. Est-ce que tu as préparé ça? Ouais, on est vraiment dedans là. Vraiment, on est, tu vois, dans des groupes de brainstorming. J'ai lancé ça la semaine dernière, fin de semaine dernière, en disant c'est objectivement
extrêmement dur le milieu de crise, il faut qu'on le comprenne aussi, donc il faut qu'on en parle ensemble, parce que là on dit voilà c'est monter une entreprise, c'est vrai dans l'esprit entrepreneuriat on se dit c'est historique parce qu'on augmente, on attend finalement évidemment des croissances rapides quand on démarre des boîtes, mais en même temps on a bien conscience que dans ce métier-là on touche très près les soignants, on sort des gens hospitalisés, on a de plus en plus de Covid-19, on a des gens qui décèdent de plus en plus à domicile aujourd'hui, on va avoir finalement l'effet EHPAD retardé, c'est sûr aujourd'hui. Du coup, il faut qu'on prépare les équipes à ça. J'ai vécu, moi, voilà, je fais vieux maintenant, mais c'est comme ça. 2001, j'ai démarré la boîte, 2003, c'était la canicule. J'ai 20% de mes clients qui sont morts. Donc, c'est traumatisant, objectivement traumatisant. Je l'ai vécu, je sais ce que c'est, donc j'ai dit on va y aller là. C'est sûr qu'on va toucher ça là. Donc du coup, il faut qu'on se réunisse, d'une part pour comprendre notre succès, parce que je suis super fier, on le voit j'espère quand j'en parle, mais surtout fier des équipes, mais surtout très attentif qu'il va y avoir un milieu de crise et il va y avoir une sortie de crise. Et ça, le milieu de crise, on va le toucher dans 2-3 semaines. On commence là à toucher les problématiques. Allez, je vous en donne une d'aujourd'hui en live comme ça, c'est la problématique d'une aidante qui nous avait confié depuis assez longtemps, évidemment sa maman, et sa maman est décédée du Covid-19, et aujourd'hui elle vient nous voir en disant « Est-ce que votre livreur a été testé parce que c'est le seul qui rentre au domicile ?» Alors pas tout à fait, parce que depuis on a évidemment il y a une infirmière, évidemment, etc. Et pourtant donc du coup depuis 3 semaines on met en place bien évidemment sur l'ensemble des équipes un élément de sécurité majeur. On a mis en place des pompiers volontaires dans nos sites d'assemblage pour faire en sorte que les veilleurs-livreurs portent le masque. Quand on les a eus il y a 15 jours, parce qu'on s'est battus comme des fous avec les mairies. Ça veut dire qu'avant, ils n'avaient pas de masque pour livrer ? On avait, au tout début il y a 3 semaines, le 9 mars, quand on a commencé à voir que ça allait venir. Après, au moment du confinement, les premiers masques, on les a eus le 11 mars. Mais alors, ça veut dire, pourquoi ? Ça veut dire, Paul, que vous livriez comment ? Vous interveniez chez une dame comme la dame dont tu parles ? Qu'est-ce qui se passait ? Forcément, quand on n'a pas de... on a mis en place très vite ce qu'on a appelé la livraison sans contact, c'est-à-dire, au lieu de rentrer au domicile, on toque, on attend que la personne ouvre, on se recule d'1 mètre, on prend bien sûr... comme les veilleurs le font, c'est-à-dire la température de cette personne au sens de comment elle va, si elle a bien mangé la veille, comment ça s'est passé dans la journée au domicile, et ensuite le livreur pose le sac et repart, sans être rentré dans le domicile. Mais ça vaut pour 80% de nos clients, mais pour certains, on est obligé de rentrer au domicile parce qu'ils sont alités. Donc ça veut dire, on a une clé, on ouvre, on doit aller poser au frigo parce qu'on n'est pas au même moment que l'aide à domicile qui va venir. Donc il y a un tas de procédures qu'on a adaptées en disant on met des gestes barrières et on est à distance, mais à ce moment-là on n'avait pas de masque, clairement quoi. Ouais. Donc du coup, il y avait bien évidemment une possibilité de dissémination du virus. Effectivement. Mais qui s'est propagé pour le coup par des contacts sur des surfaces, et a priori... En tout cas, on sait pas, à ce moment-là, bien sûr, personne ne sait au moment où si ça s'est propagé, pas propagé, qui l'a fait, comment. Mais en tout cas, vis-à-vis des familles, forcément, on doit vivre avec un sentiment de culpabilité, oui, à la fois pour l'entreprise et à la fois pour le veilleur-livreur. Vous envisagez J'ai pas de souci à dire que heureusement qu'on a livré pendant toute cette période. Là. Parce que s'ils n'avaient pas mangé, ce serait bien encore pire. Vous envisagez un soutien psychologique là des équipes ? Alors, on a déjà effectivement un soutien psychologique qui est déjà fait par AXA en l'occurrence, parce que c'est notre assureur au niveau de l'entreprise, et on a un soutien psychologique qui a été mis en place depuis très longtemps parce que
on accompagne les fins de vie depuis longtemps dans notre métier. C'est pas d'aujourd'hui qu'on voit mourir des gens et bien évidemment, on travaille avec les pompiers à ce moment-là, au moment où ça se passe. Et ensuite, si notre chauffeur-livreur le découvre, la personne, bien évidemment, quand il y a besoin, un accompagnement psychologique. Donc c'est pas ça tellement le sujet. Le sujet, c'est plutôt de dire que c'est la nouveauté de ce virus qui renvoie effectivement et à ce que disent les médias autour, et nous d'avoir toujours le même discours, rassurant avec les outils qu'il faut pour pouvoir en fait faire en sorte qu'on continue à livrer. C'est-à-dire que les veilleurs-livreurs ne fassent pas un droit de retrait. Ça a été ça pendant 15 jours pour nous. Et du coup, d'avoir l'ensemble du dispositif pour pouvoir être sur le terrain et en même temps avoir un discours toujours le même, quoi. Birgitta et ensuite Arnaud. En fait, j'ai eu des réponses parce que moi j'ai rendu service là pour une association de Saint-Sèbre, et je me suis rendu compte que je devais faire des courses pour des gens âgés, et effectivement les gens donc posaient leur sac loin et je me rapprochais et ils se rapprochaient et je leur ai dit non. Non, mais on sent que tu restes à ta place maintenant. Compliqué pour les. Comment ? Tu restes à ta place maintenant, tu restes où tu es. Oui, c'est ça, c'est compliqué parce qu'ils ont envie de contact, vous nous remercier, et puis en même temps ils s'éloignent. Enfin, voilà, et effectivement, je me disais que ça devait être assez compliqué. Et alors, j'ai une petite question pratico-pratique. Tes clients, c'est que des institutions, des EHPAD ou quoi ? Ou est-ce que c'est des particuliers ? Je pensais aux personnes âgées, par exemple, de Nantes. Ça existe ça ? Oui, donc il y a pas, effectivement, on a aujourd'hui 60% de l'activité qui n'est pas vers les EHPAD, pas du tout vers les EHPAD, qui est uniquement vers les gens au domicile, mais dans le cadre de marchés publics ou de délégations de services publics des villes, qui nous confient la prestation du portage de repas à domicile et de la veille nutritionnelle, ce qu'on appelle une veille nutritionnelle, c'est-à-dire dans les cas où on identifie des dénutritions ou des suivis, comme je disais tout à l'heure, de pathologies particulières, on a une visite diététique et on a un suivi nutritionnel par téléphone espacé qui permet de voir si la personne, effectivement, mange ce qu'il faut, quoi. En gros. Voilà. Mais on a également 40% de l'activité qui se fait directement dans le cadre des services à la personne. C'est comme ça qu'on a démarré l'activité. De 2001 à 2011, on n'avait aucun marché public. On a uniquement démarré un client après un client. Je dis souvent que j'ai livré ma première Madame Michu. Voilà. Et du coup, on a appris à faire de la dentelle, ce que je dis souvent, et c'est ce qui a énormément plu aux villes, et c'est pour ça qu'on est devenu leader dans le domaine, en tout cas en Ile-de-France, et on essaye d'essaimer sur d'autres villes, quoi. Et notamment à Nantes. Donc on est à Nantes aujourd'hui, on livre à Nantes, pas pour la mairie, mais on livre pour les particuliers à Nantes. Donc pour le moment, on a démarré en prenant point d'appui exactement à La Roche-sur-Yon, où on a une plateforme à La Roche-sur-Yon avec des traiteurs autour qui nous approvisionnent de la même façon qu'à Paris, en fait, mais petits. Et aujourd'hui, on a 2 tournées pour la ville de Nantes. Voilà. Vous voyez la différence entre 2 tournées pour Nantes et puis aujourd'hui, on en a 130 sur l'ensemble de l'agglomération parisienne. Donc voilà, on est en train de démarrer tranquillement, mais encore une fois, la logique pour nous dès le départ, c'est pas de faire massif, c'est pas le sujet, quoi. Le sujet, c'est de rendre le service nutritionnel très particulier qui est la lutte contre la dénutrition de la personne âgée, qui est un problème non connu. 2 millions de personnes en France ne se nourrissent pas suffisamment à domicile, et ça crée bien évidemment des comorbidités majeures, des retours d'hospitalisation majeurs parce qu'on sort très vite les gens de l'hôpital, derrière ils mangent mal, et pour un certain nombre de cas, c'est pour cette raison-là qu'ils reviennent aux urgences, et ça j'ai créé Saveur et Vie pour ça. Donc du coup, on a ciselé une prestation et aujourd'hui on la massifie parce que justement on a
vu qu'aux endroits clés de cette chaîne opérationnelle, on a été très agile, ce qui nous a permis de faire la montée en charge, ce que les autres systèmes de portage de repas à domicile n'ont pas réussi à faire, objectivement, et parce que justement, ils étaient liés, on va dire, à des organisations classiques qui sont plutôt des organisations de cuisine centrale. Question pragmatique de Birgitta, Arnaud et ensuite Philippe. Moi, j'avais deux questions. Alors d'abord Birgitta qui avait une question hyper concrète. Ouais, très concrètement, sans la livraison, parce que j'imagine que ça dépend des kilomètres, un repas, ça coûte combien ? Alors ça dépend pas des kilomètres, un repas ça coûte 14,80€ n'importe où on se trouve, et le midi et le soir ça coûte 18,80€. Donc on a, et ça c'est partout en France. Pourquoi ? Parce qu'on a une livraison à distance. On le disait tout à l'heure, avec la Poste, avec Chrono Fresh, exactement, qui fait qu'en 48 heures, on est capable de livrer une sortie d'hospitalisation. Je le dis souvent parce que là, on va livrer pour plusieurs jours. C'est comme ça qu'on réussit un peu ce petit tour de force. Je dis souvent parce qu'on est les seuls à pouvoir répondre, par exemple, à des marchés de mutuelles et d'assurance. Vous voyez, la Maïf, la Massif utilisent Intermutuelle Assistance, des assisteurs. Dans ce cadre-là, ils mettent à disposition un portage de repas à domicile et c'est nous qui le délivrons partout en France. Donc ça nous permet d'avoir des offres. Bien sûr, on livre dans ce cas-là pour plusieurs jours, donc c'est possible pour certaines personnes et pas pour d'autres. C'est pour ça qu'on développe des plateformes locales. Et à Paris, en région parisienne, on le fait depuis longtemps. À Nantes, on le fait depuis 2 ans et demi maintenant, de pouvoir vraiment faire de la livraison journalière, qui est un élément clé du maintien à domicile, en fait. Hein, voilà. Arnaud. Deux questions. La première, quand les collectivités et les villes t'appellent en catastrophe, tu les sens vraiment paniquer. Et pour faire le lien avec ce que nous disait tout à l'heure Laure, c'est une réponse privée à une problématique publique. Donc c'est ça que je trouve intéressant quand même à détailler. Premièrement, comment tu as vécu le mouvement de panique des collectivités. Et puis la deuxième, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup discuté en faisant du vélo ensemble. Tu m'as toujours expliqué que le fait que les gens âgés ou dépendants aimaient bien manger, c'est un moment important de bien manger le midi, quoi. Et je trouve que dans cette période d'isolement, le fait d'apporter de la nourriture de qualité permet quand même d'avoir un petit instant de bonheur. Et j'aimerais bien que tu parles de ça parce que tu en parles avec des mots très intéressants, si je peux me permettre, mon Paul. Oh, tu es gentil, Arnaud, ça me fait plaisir. Oui, effectivement, c'est avant la crise, on parlait plus de plaisir qu'aujourd'hui, et c'est vrai qu'il faut en parler maintenant. Et dans le recul, tout à l'heure, la question était après, qu'est-ce qu'on fait après ? La première question pardon pour le prénom, j'ai plus en tête, mais bref, j'ai vraiment ça. Alors en ligne de mire, dans les brainstorming qu'on fait, on a le problème qui revient très fort, c'est la sécurité aujourd'hui, ça c'est sûr. Hein, pourquoi ? Parce qu'on le vit avec des décès, donc c'est la sécurité extrêmement importante, mais derrière, vraiment, et c'est revenu dans les brainstorming très fort de la part de tous mes personnels, en tout cas les 15, les 20 personnes qui étaient dans ce brain, c'est de dire il faut absolument qu'on garde cette dimension plaisir qui fait notre force du départ, qui fait la légitimité finalement du positionnement que l'on a, et qui fait qu'effectivement, quand on démarre l'activité Saveur et Vie, c'est le mot saveur qui est en premier, c'est etc. C'est le fait de dire, on amène ce moment de plaisir, on amène ce moment de bonheur parce que on crée finalement petit à petit de l'accompagnement de fin de vie avec le moment de l'oralité qui est finalement le premier bonheur qu'on a quand on est bébé et qu'on retrouve quand on est très ancien. Donc ça, c'est indispensable, c'est dans nos gènes et c'est ressorti très fort dans les brainstorming, donc j'étais très heureux de ça. En revanche, on sent bien que c'est très difficile de le mettre en avant pour le moment. Objectivement, je l'ai fait sur le vélo il y a 2 mois. Là, c'est extrêmement difficile parce que on gère encore l'urgence. C'est-à-dire qu'on répond effectivement à des villes, aujourd'hui, encore hier, en disant « Est-ce que vous ne pourriez pas faire 2000 repas jour de plus là ?» Donc, là, forcément, on est dans une logique organisationnelle forte. Et malheureusement, et puis on est dans le sans contact. Donc ça veut dire que la notion de plaisir, elle existe bien sûr dans le choix du produit, donc on va. Et par contre, l'idée qui est sortie, c'est que bien évidemment, il faut plus que l'on fasse finalement de l'appel téléphonique de sortie uniquement pour les gens suivis en diététique.
et en nutrition, mais l'idée c'est de le faire pour tout le monde, donc on est en train de le faire massivement avec un centre d'appel formé pour faire en sorte que on ait finalement cette dimension plaisir qui arrive dans l'échange sur ce que la personne a mangé, pas tous les jours, mais une fois par semaine, et de retrouver cette dimension du plaisir que l'on n'a pas eu pendant ces 3-4 semaines, quoi. Tu parlais des médias tout à l'heure et tu disais ce que disent les médias, j'entendais dans tes propos à demi-mot qu'ils véhiculent peut-être une peur trop importante. Qu'est-ce que tu leur reproches ? Alors moi j'ai toujours on a débattu tout à l'heure un peu politiquement, ou vous avez débattu, j'avais le micro fermé là-dessus, mais je vois ça, et pourtant, et je le comprends, je comprends les décisions des politiques aujourd'hui, et je dis, comme tout décideur, je pense, je les salue là-dessus, parce que c'est extrêmement difficile pendant ces périodes-là, objectivement difficile. Je vois très bien la balance qu'il y a, moi je l'ai vécu dans mon entreprise, de faire peur pour que les gens appliquent, et de rassurer pour que les gens ne partent pas, restent dans le fil, quoi. Donc on est tout le temps comme ça, tout le temps dans la balance, et il faut tenir droit, quoi. Donc je dis ça parce que effectivement, il faut quand même rappeler un élément essentiel, là, et que cet élément essentiel de létal, si on l'a pas, eh ben on ne suit pas, quoi. Il y a rien à faire, quoi. Et ça a été très dur. Moi j'ai eu, je vous passe les fake news de l'ensemble de ma population de veilleurs-livreurs à un moment donné où c'était les rois du monde, machin, etc. Quand on a commencé à prendre conscience et tout, il y en a plus un qui voulait venir travailler, quoi. Hein. Donc comment on fait cette balance-là ? Et oui, c'est la vie, quoi. Donc comment on la fait ? Comment on la tient ? Donc un décideur, je trouve que pour le moment, il s'en sort plutôt bien, franchement. Et les médias ? Je dis ça comme ça. Et les médias, oui. Alors moi, ce que je regrette toujours chez les médias, mais ça c'est très personnel, c'est que dans la population la plus délicate, qui est justement, et la plus massive, qui est la population âgée à domicile, on ne parle pas du problème du besoin essentiel qui est l'alimentation. Et on parle pas de saveur et vie. Il y a des reportages quand même là-dessus. Alors, quand on parle pas de saveur et vie, c'est une chose. Il y a des reportages là-dessus. Il faut que je fasse mon métier quand même, voilà. Nicolas S n'est pas avec nous ce soir, mais il te répondra avec quelques jours de décalage. Il y a des reportages quand même qui évoquent le portage à domicile. Écoute, franchement, j'en ai pas vu. Mais en tout cas, on est les leaders et j'ai jamais été appelé. D'accord. Donc le message qu'on passera à Nicolas, sauf si tu es disponible ce soir-là, et auquel cas tu nous rejoindras, c'est parlons davantage du portage à domicile. Il me semble, le besoin essentiel des seniors qui, dans une grande proportion, vont être touchés de façon majeure. Ouais. Philippe et Sandrine ensuite. Justement, dans cette perspective d'évolution de la situation vers le déconfinement et plus tard, tu nous as partagé que tu avais pu t'adapter très très rapidement, et notamment d'un point de vue logistique, parce qu'un pan de ton activité était tombé, et notamment la restauration scolaire, qu'à un moment ou un autre tu vas récupérer. Comment t'envisages l'évolution de ta structure quand tu vas récupérer ce qui est tombé et continuer à avoir pendant un temps qui paraîtra long toujours cette activité supplémentaire? Eh bien ça sera pas plus 50, ça sera plus 80% en fait. Non, c'est gentil, mais c'est une question effectivement du matin. Celle-là, là, elle est finalement assez simple pour nous. Objectivement assez simple, heureusement, c'est de former assez vite, mais finalement on a le temps. On n'avait pas le temps il y a 15 jours, mais vraiment pas le temps, quoi. Et là, je sens vraiment qu'on a le temps. Donc tant mieux, on y réfléchit bien, mais c'est simplement de la formation action rapide d'un veilleur-livreur saveur et vie, et pas d'un livreur Uber Eats. Voilà ce que je dis très simplement, quoi. Ça n'a absolument rien à voir en termes de métier. C'est des salariés de l'entreprise. Ils sont tous salariés, CDI ou CDD bien sûr dans cette période-là. Mais on est là pour les former. C'est notre métier. Ils seront formés et c'est pas compliqué de recruter des gens, bien évidemment, en CDI dans ce métier-là, parce que tout le monde est en auto-entrepreneur ou en emploi précaire. Donc on n'a pas de mal à trouver. Bien sûr qu'il faut du temps, mais on l'a, objectivement on l'a. Aujourd'hui, pour former un bon veilleur-livreur, je regardais, il y a 4 semaines à peu près de travail. Bon, on a 4 semaines devant nous pour pouvoir recruter quelqu'un.
dans une période comme ça sans aucun problème, quoi. On pallie bien sûr dans un premier temps, on le met en doublon, et puis ensuite on le forme pendant le temps qu'il faut, quoi. Et si je peux me permettre une question complémentaire, quels sont les profils que tu souhaites intégrer à ta structure? C'est quoi les profils que tu recherches en fait? Alors, tiens, le profil de ce soir, parce que je dis, voilà, il est atypique, hein, un profil de ce soir, mais que je recherche, hein, donc voilà, c'est un community manager. Oh bah ça, tu vas trouver. Eh ben voilà. Tu vas donc trouver. N'hésitez pas, je cherche ça. On n'a même pas besoin de transmettre l'offre à Pôle emploi. À l'échelle d'une PME, c'est-à-dire qu'ils savent faire de la vidéo, se déplacer très vite dans les sites et mettre en situation ce qu'on est en train de faire parce que personne n'en parle. Sandrine, ce sera la dernière question avant sans doute une ultime question d'Arnaud. Alors c'est pas vraiment une question, c'était simplement un petit commentaire parce que je trouve que c'est fantastique cette activité et particulièrement en ce moment ça a une grande importance et je voudrais rebondir sur la notion de plaisir parce qu'en fait le côté sensoriel, tous nos sens, tout ce qui est activité sensorielle, c'est un excellent moyen de stimuler l'émotion positive par la sécrétion de dopamine. Donc en effet, porter des repas qui ont été préparés pour ces personnes-là et les aider à prendre conscience de ce que ça leur procure comme sensation, je trouve que c'est pas faire seulement que les nourrir, mais c'est contribuer aussi à leur santé mentale, à leur santé psycho-émotionnelle. Et c'est super important. Donc bravo. Merci, mais je souscris d'autant plus que, allez, c'est vraiment on a beaucoup de projets de recherche sur ce sujet-là, parce que le plaisir chez une personne âgée en fin de vie, on imagine ce que ça peut être comme émotion. Hein. On a tous en tête la Madeleine de Proust pour la donner comme ça en termes d'image, mais c'est énormément de choses qui se passent en termes de relation à sa vie. Et du coup, objectivement, on accompagne ça avec des projets de recherche très intéressants, avec des sociologues de l'alimentation et également avec l'INRA d'ailleurs qui nous suit sur ce terrain-là. Donc on a un dossier qui s'appelle Renaissance, un autre qui s'appelle Nutri-Vitalité et qui vont produire de la publication dans 2 ou 3 ans, mais en tout cas qui nous montre à quel point c'est essentiel. Donc merci de cette question. Dernière question, Arnaud. Une question un peu plus large, en tant que citoyen, comment toi tu vis cette période? Oui, et puis moi, si tu permets, Paul, je vais ajouter la mienne puisque elle va être reliée. Comment tu la vis et qu'est-ce que tu apprends sur toi? Ouais. Alors là, effectivement, c'est assez particulier parce que finalement, j'avais, alors Arnaud le sait, j'avais mes discussions de vélo et j'avais aussi mon qigong du samedi matin. Donc je vois à quel point j'avais fait un petit chemin depuis 1 ou 2 ans pour dire allez, il faut que tu te recentres un peu. T'as fait 17 ans d'entrepreneuriat à fond et c'est dur. Objectivement, c'est un secteur pas facile parce que méconnu, ce que je viens de dire là, à l'instant, on n'était absolument pas sous le feu jusqu'à maintenant. Très dur de gagner finalement des lettres de noblesse dans ce domaine-là, quoi. Objectivement très dur. Donc du coup, beaucoup plus dur que de s'occuper des enfants, les vieux. Il n'y a pas grand monde qui a envie de s'en occuper et de valoriser ces missions-là, quoi. Vraiment, quoi. Donc du coup, un vrai parcours d'entrepreneur dur avec plein d'étapes, comme tous les entrepreneurs, bien évidemment. Mais je dis, recentre-nous. Et puis là, depuis 3 semaines, j'ai l'impression de vivre le lancement de l'activité et le bond que l'on a fait il y a 10 ans. Donc je suis un acteur à fond, mais à fond. Voilà. Donc du coup, j'ai dit waouh, et ça m'est, du coup, c'est avant le week-end de Pâques, j'ai dit ouais, arrête Paul là, t'es en train de replonger là, et ça va pas du tout, quoi. Donc du coup, j'ai pris 5 jours. Donc j'ai redémarré là, voilà, j'ai pris 5 jours et du coup je vis finalement dans l'urgence la situation et là je viens juste de faire un petit recul en me disant ne replonge pas Paul, c'est pas pour toi, donc regarde avec tes équipes comment tu vas prendre la suite des événements, quoi. Et oui, c'est ça toute l'ambiguïté du manager, du dirigeant, c'est évidemment de faire confiance, de se faire discret, mais de ménager sa monture parce qu'ils ont besoin de toi.
durablement. Et je dis souvent que c'est pas un sprint, c'est un marathon. Exactement. On en a jusqu'au mois de décembre pour les c'est personnes même... âgées, c'est sûr et certain, quoi. Et il y aura plusieurs vagues. On en est, nous, persuadés en termes de confinement des personnes âgées. Ouais. Il y aura forcément plusieurs vagues parce qu'on va avoir peur et on ne s'aperçoit pas de la masse, encore une fois, qu'il y a à domicile. Ouais. On s'aperçoit juste des EHPAD et ça représente que 20% des gens âgés aujourd'hui qui meurent dans les EHPAD. C'est plus qu'un marathon, c'est la diagonale du fou à La Réunion, là, ton histoire, j'ai l'impression. Merci beaucoup, Paul, d'avoir été avec nous. Paul Tronchon pour Saveur et Vie. Merci, Arnaud, de nous avoir permis cette belle rencontre. Est-ce qu'on peut terminer par une chanson, par une petite chansonnette, Sandrine? Est-ce que tu as la voix? Pourquoi pas? Je vais juste vous chanter alors peut-être juste le refrain du morceau qui a été envoyé aujourd'hui aux musiciens pour qu'ils composent une musique dessus. Il n'y a que la mélodie pour l'instant et les paroles. Et ça sera un morceau funky qui s'appelle City of My Soul et dont le refrain dira Will you come in the city of my soul and share the thrill to give up self-control? Will you come in the city of my soul and share the thrill to give up self-control? Voilà. Yes, bravo, bravo. Eh ben, j'ai hâte. Vous l'avez eu vraiment, alors c'est une vraie première là pour le coup, avant tout le monde. Voilà. Et dans un mois, ça fait un tube à la radio. Merci. Merci Sandrine. J'ai 2 mots à vous dire. Voilà, c'était le 8e épisode spécial confinement de J'ai 2 mots à vous dire. Merci à Laure Merlin, merci Paul Tronchon, merci à chacune des contributeurs et particulièrement Birgitta et Arnaud de nous avoir permis. Merci à toi David. Cette belle rencontre. Vivement le 9e épisode, rendez-vous lundi et puis nous on est en direct, à notre direct aux alentours de 18h et l'émission est en général en ligne aux alentours de 21h30, 22h. Portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Salut! Désormais, vous ne sortirez plus de chez vous sans avoir préparé les 2 mots que vous avez à nous dire. J'ai 2 mots à vous dire. L'émission dans laquelle tout le monde prend sa place. 1, 2, 3, 4.